Bonjour à tous. Bienvenue dans votre programme en ligne, les discussions d'Eurogip, dont l'objectif est d'aborder les risques professionnels dans un contexte international, en particulier européen. Travailler en période de forte chaleur. Où en est-on en Europe? À l'échelle mondiale, 2023 était l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Elle fait face à des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Les températures ont été supérieures à la moyenne pendant 11 mois de l'année. Lorsque les températures extérieures augmentent, les problèmes se multiplient dans de nombreux domaines, y compris au travail. Période de forte chaleur et risques au travail. L'Organisation internationale du travail a répertorié 6 risques majeurs qui menacent le monde du travail. La chaleur excessive, le rayonnement ultraviolet plus important, les phénomènes météorologiques extrêmes plus nombreux, la pollution de l'air sur le lieu de travail plus intense, les maladies à transmission vectorielle qui se développent, les évolutions de l'utilisation des produits agrochimiques, pesticides par exemple. Selon la Confédération européenne des syndicats, les décès liés à la chaleur au travail ont augmenté de 42% dans l'UE depuis 2000. À la Confédération européenne des syndicats, nous sommes vraiment préoccupés du fait que chaque été en Europe et surtout dans les pays du sud de l'Europe, des personnes, des travailleurs perdent la vie parce que ces personnes sont obligées, sont exposées et à la chaleur et ils sont obligés de travailler sans protection à des températures trop élevées qui rendent leur vie en danger. Cette perte de vie doit cesser comme tous les risques associés au travail. Il s'agit des accidents voire des accidents mortels qui sont évitables. Nous devons tous ensemble, les gouvernements, la Commission européenne, les employeurs et nous, les syndicats, veiller pour assurer que les pratiques du travail soient adaptées. Il y a des évidences scientifiques qui montrent que lors lorsque les températures, dépassent les 30 degrés, le risque d'accident du travail augmente de façon considérable. Quand la température dépasse les 38 degrés, le risque d'accident et même d'accident mortel est beaucoup plus élevé. On est bien au courant du fait que c'est une combinaison de facteurs. Il y a la chaleur, il y a aussi l'humidité, la qualité du travail, s'il s'agit d'un travail, disons, dynamique et manuel ou un travail plutôt sédentaire. Donc, il y a différents facteurs, mais nous pensons que la chaleur est déjà un indicateur qui doit déclencher des différentes mesures de la part de l'employeur pour protéger la vie de ces travailleurs. Il faut mettre l'accent sur le fait que la chaleur et tous les événements climatiques extrêmes doivent être considérés comme un risque lié au travail. Et ça, c'est, je dirais, les caractères nouveaux pour nous. Comment mesure-t-on les fortes chaleurs? Anarita Piazza est l'auteur du rapport sur le travail par forte chaleur dans 29 pays dans le monde, dont 15 européens. La question est complexe car il n'y a pas que la température de l'air qu'il faudrait prendre en compte. Plusieurs facteurs influencent la tolérance à la chaleur, notamment on distingue de 3 types de facteurs.
Tout d'abord, les facteurs environnementaux. Il s'agit des éléments tels que la température de l'air, mais aussi l'humidité, la vitesse de circulation de l'air, le rayonnement solaire et thermique provenant des objets ou surfaces sur le lieu de travail. Ensuite, on a des facteurs liés aux conditions de travail, notamment la charge de travail, la durée d'exposition à la chaleur, le type d'équipement de protection individuelle aux vêtements portés, l'acclimatation des travailleurs au travail par forte chaleur. Et enfin, on a des facteurs plus personnels. On est tous différents en termes de conditions physiques, âge, santé, antécédents médicaux qui nous rendent plus ou moins vulnérables. Concernant le premier type de facteurs, les facteurs environnementaux, il existe des indices qui essayent d'estimer et d'évaluer le stress thermique de l'environnement de travail. On peut citer par exemple le Heat Index utilisé aux États-Unis ou le Humidex au Canada, qui combine de manière différente deux éléments, la température de l'air et l'humidité. Ensuite, on peut surtout citer l'indice WBGT, donc l'indice de température thermomètre globe mouillé. Elle prend en compte 4 éléments, notamment la température de l'air, l'humidité, la vitesse du vent et le rayonnement solaire et thermique. Que dit la réglementation en Europe? Dans la législation européenne, il n'existe pas de température maximale au travail. Une référence plus explicite aux températures se trouve dans la directive européenne sur les prescriptions minimales de santé et sécurité pour les lieux de travail. Dans ce texte, il est indiqué que la température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. Et une formulation similaire se trouve également dans la directive concernant les chantiers temporaires et mobiles. Toutefois, ces formulations restent vagues. Il n'était pas question de fixer des seuils maximaux, notamment concernant les fortes températures au travail. Nous avons une directive cadre qui couvre tous les risques au travail et ceci inclut aussi, par exemple, le risque de chaleur au travail, mais aussi d'autres risques qui peuvent être une suite justement du changement climatique. Cette directive cadre prédétermine tous les points très importants comme l'obligation des employeurs à conduire une évaluation des risques au travail, à mettre en place des mesures de prévention en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants, l'obligation de donner une bonne formation aux travailleurs pour qu'ils puissent être préparés pour ces risques au travail. Pour nous, ce qui est important, surtout à la lumière de la directive cadre de 1989, c'est mettre l'accent sur la prévention. Parmi les 15 pays européens que j'ai étudiés, certains inscrivent des références explicites aux températures élevées dans leur législation nationale. On constate différentes approches, plus ou moins détaillées. Alors, on peut commencer par citer des pays comme l'Autriche, la Slovénie, le Portugal et la Lettonie, qui fixent des températures de l'air maximales à respecter sur le lieu de travail, mais ces températures font référence uniquement aux locaux de travail fermés. Parfois, ces valeurs maximales ne s'appliquent pas forcément à tous les métiers et à tous les locaux fermés, mais par exemple, dans le cas du Portugal, les températures mentionnées font référence uniquement aux bureaux et aux établissements commerciaux. En revanche, la Belgique est un pays qui possède un cadre législatif beaucoup plus développé en matière d'ambiance thermique. Ce pays a décidé d'utiliser comme référence l'indice WBGT et la Belgique a fixé des valeurs WBGT maximales à respecter sur le lieu de travail. Et ces valeurs sont différenciées selon la charge de travail. Notamment, on distingue 4 types de charges de travail en Belgique. On a la charge légère, moyenne, lourde et très lourde. Si ces valeurs sont dépassées sur le lieu de travail, l'employeur doit mettre en place toute une série de mesures techniques et organisationnelles, telles que adapter les horaires et les conditions, l'organisation du travail, prévoir des équipements de protection contre la chaleur excessive, installer un système de ventilation, par exemple,
Et si la chaleur persiste, il est alors question d'instaurer des temps de pause réguliers. Il peut s'agir de pauses de 15 ou 30 minutes en fonction du stress thermique et de la charge de travail. À Chypre, une réglementation similaire existe concernant le stress thermique au travail. Il est également question de se référer à des tableaux qui sont différenciés selon la charge de travail, notamment une charge légère, moyenne ou lourde. Et chaque tableau combine la température de l'air avec le taux d'humidité. Donc, en fonction de la combinaison de ces trois éléments, charge de travail, température de l'air et humidité, le tableau nous indique si le travail peut continuer, si des pauses sont nécessaires, notamment des pauses de 15, 30 ou 45 minutes en fonction du stress thermique, et enfin si, en revanche, voilà, le travail doit être arrêté. Enfin, on peut citer le cas de l'Espagne. C'est un pays qui, depuis longtemps, prévoit déjà dans sa législation des valeurs de température de l'air maximale à respecter dans les locaux de travail fermés, même si ces valeurs font référence uniquement aux métiers sédentaires ou à charge de travail légère. Mais en 2023, ces pays ont introduit une nouvelle loi qui a apporté plus d'obligations pour l'employeur, notamment dans la gestion de lieux de travail extérieurs en cas de phénomènes météorologiques défavorables, ce qui comprend également les fortes températures. Parmi les nouveautés principales, il est indiqué que lorsque l'Agence météorologique nationale met une alerte orange ou rouge, par exemple des alertes canicule, l'employeur a l'obligation d'adapter les conditions de travail, y compris prévoir une modification ou réduction, si nécessaire, du temps de travail. Au-delà de la législation, il est possible de citer le dispositif du chômage intempérie, applicable au BTP ou parfois également à d'autres secteurs en fonction du pays. Des pays comme l'Italie et l'Autriche ont fait le choix d'intégrer les fortes chaleurs dans la définition d'intempérie. Lorsque certains seuils fixés au niveau national sont atteints ou dépassés, notamment on parle d'une température de l'air de 32,5 degrés Celsius en Autriche et d'une température réelle ou ressentie de 35 degrés Celsius en Italie. Voilà, lorsque ces valeurs sont atteintes ou dépassées, l'employeur peut suspendre l'activité de travail et les salariés concernés auront accès au chômage technique. Enfin, d'autres solutions peuvent être également indiquées dans les conventions collectives, notamment dans les conventions des secteurs qui sont les plus exposés aux fortes chaleurs, aux fortes températures. Encore une fois, on peut citer le cas de l'Espagne. Dans certaines régions, notamment au sud de l'Espagne, dans les accords collectifs locaux dans le domaine du BTP, il est prévu que pendant l'été, les salariés commencent à travailler plus tôt dans la journée pour arrêter le travail au début d'après-midi et de cette manière, les salariés évitent de travailler pendant les heures les plus chaudes de la journée. Quelles actions concrètes au niveau communautaire? Année 2023, la Commission a présenté un document avec des lignes directrices qui doivent être prises par les employeurs. Ces lignes directrices ont été élaborées par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui est basée à Bilbao. Et il s'agit d'un document assez complet, donc on va les mettre dans le centre de notre action syndicale pour protéger les travailleurs contre la chaleur. L'année dernière, pendant la présidence suédoise du Conseil, il y a eu une révision du cadre stratégique et plusieurs sujets ont été abordés, notamment le changement climatique et les effets sur les travailleurs. Dans ce cadre-là, on nous a demandé, à notre agence, de développer justement ces lignes directrices pour la chaleur au travail. Les lignes directrices sont spécifiquement ciblées au lieu de travail, aux employeurs, pour expliquer le cadre législatif, mais pour expliquer aussi quelles peuvent être les conséquences sur la santé des travailleurs de l'exposition à la chaleur et aussi quelles pourraient être les mesures de prévention à prendre en lieu de travail. L'agence est aussi en train de conduire un travail de prospective sur les effets du changement climatique, pour les travailleurs, et qui couvre beaucoup de sujets et notamment l'utilisation de l'énergie éolique, par exemple, ou l'énergie solaire. Et en 2025, l'agence va commencer un grand projet de recherche multiannuel
sur les effets pour les travailleurs du changement climatique avec beaucoup de différents champs de travail. Par exemple, les infections au travail, les agents biologiques, l'exposition aux agents biologiques, les événements comme, les incendies, forestales et cetera. Donc, ce sera un projet qui durera plusieurs années et qui compte, développer une vue d'ensemble sur ces effets pour pouvoir organiser la prévention dans les lieux de travail. Il faudrait tenir compte du fait que, par exemple, les femmes sont plus vulnérables à la chaleur que les hommes, donc il faut des mesures spécifiques. Mais il y a aussi les jeunes, par exemple, qui peut-être ne sont pas bien préparés pour les vagues de chaleur, qui n'ont jamais entendu parler des mesures à prendre. Il y a aussi les travailleurs qui ont des maladies chroniques, comme par exemple des maladies cardiovasculaires ou par exemple des maladies du rein. Donc il est très important que les employeurs aussi incluent ces groupes dans l'évaluation des risques et mettent en place des mesures de prévention spécifiques pour ces groupes. Un point que j'aimerais bien relever, c'est l'importance aussi d'un côté des services de médecine du travail. Donc je parlais tout à l'heure des travailleurs, vulnérables, des groupes vulnérables. Là, quand même, l'importance des médecins du travail qui pourraient aider justement à mettre en place, des mesures spécifiques pour ces travailleurs et aussi aider un petit peu à regarder, à identifier les risques, spécifiques pour ces groupes. Peut-être aussi réfléchir à une surveillance de la santé des travailleurs. Notamment, nous avons inclus ça dans le guide, sur les chaleurs au travail. Le second point que j'aimerais quand même sur lequel j'aimerais quand même insister, c'est aussi la consultation des travailleurs. Donc dans toutes les mesures à prendre, c'est aussi important pour notre agence, qui est une agence tripartite, justement d'inclure aussi les travailleurs dans les débats au niveau des entreprises sur les conséquences du changement climatique et les mesures qui vont être prises au niveau des entreprises. La Commission, encore une fois, a pris le deuxième pas, qui est la création d'un groupe de travail au sein du comité consultatif sur la santé et sécurité au travail, qui est basé à Luxembourg. Il s'agit d'un comité tripartite. Pour nous, les employeurs sont responsables. Maintenant, ils sont les lignes directrices, mais il s'agit d'un document pas contraignant. Ça veut dire que seulement les bons élèves, les bons employeurs vont utiliser les lignes directrices. Dans certaines situations, c'est clair pour nous qu'il faudra arrêter le travail. C'est même un droit individuel pour tous les travailleurs en Europe, le droit à arrêter le travail face à un risque immédiat. Une directive spécifique, Et en ce qui concerne les chapitres santé-sécurité, on a des différentes priorités, mais la nécessité d'une législation qui protège les travailleurs contre les températures trop élevées, c'est une de nos priorités. Et bien sûr qu'il y a d'autres, continuer à travailler sur la protection contre les risques chimiques, et la nécessité d'une directive pour protéger les risques psychosociaux. Mais je dirais qu'ici, il n'y a pas une hiérarchie, euh, et la nécessité d'une législation contraignante contre les hautes températures, c'est bien sûr une priorité pour la Confédération européenne des syndicats. Il y a la directive cadre, mais ça existe déjà depuis presque 40 ans. Donc, il faut maintenant une directive spécifique sur notre mandat, c'est il faut une directive sur la chaleur, donc les hautes températures, mais on étudie en même temps la possibilité de mettre en œuvre des mesures, pourquoi pas aussi législatives additionnelles pour tous les risques Em, liées au changement climatique. Il faut harmoniser
et avec un sol des droits qui peut toujours être amélioré au niveau national et par l'action des syndicats à travers du dialogue social et dans chaque secteur, chaque entreprise, comme toujours avec la législation sociale. C'est un socle minimum qui peut être toujours amélioré par les États membres. Et en France, où en est-on? Le Code du travail aujourd'hui prévoit un certain nombre de règles de prévention en cas de forte chaleur, même si ce risque n'est pas forcément mis en exergue de manière extrêmement précise dans le Code du travail, comme ça peut être le cas, par exemple, pour ce qui concerne les vagues de froid. L'employeur doit déjà évaluer le risque qui peut être lié à la chaleur sur certains postes ou certaines activités et prendre les mesures adéquates. Il y a cette obligation générale. Après, il y a des obligations dans le Code du travail sur l'ambiance thermique et la température en général, qui prévoit que l'employeur doit veiller à ce qu'il y ait une ambiance thermique convenable en toutes circonstances sur les lieux de travail. Pour le BTP, il y a des règles spécifiques qui sont écrites dans le Code du travail. C'est le seul secteur où il y a des choses particulières qui sont déclinées. L'obligation de mettre en place au moins 3 litres d'eau potable par jour et par travailleur. Et il y a aussi une obligation de mettre en place un local permettant l'accueil des travailleurs dans des conditions permettant de préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte. Pour les autres secteurs, on est plus sur des obligations un peu globales et générales, avec quelques précisions, comme je disais, sur l'ambiance thermique, le renouvellement de l'air ou la mise à disposition d'eau potable et fraîche, sans préciser un nombre de litres particuliers qui doivent être mis en place. Ces derniers mois et ces dernières années, il y a une récurrence de plus en plus forte des vagues de chaleur et on a eu des accidents directement liés à la chaleur, même si on n'est pas certain de les identifier tous de manière très précise parce que c'est toujours délicat de faire un lien très direct entre la chaleur et puis le décès au travail. On voit qu'il y a un sujet qui monte et qu'il y a un besoin d'accompagnement à minima des employeurs sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition par la DGT, par l'ensemble des partenaires qui ont mis en place des guides et des outils. Et puis, il y a peut-être effectivement une réflexion engagée sur le Code du travail et les obligations de prévention qui sont aujourd'hui mentionnées dans le Code du travail, qui pourraient être un peu précisées, renforcées, pour faire en sorte que les employeurs se mobilisent pleinement en cas de forte chaleur et mieux les orienter dans ces circonstances. L'idée, c'est pas de faire des obligations générales et absolues qui seraient applicables à tous les secteurs, mais de bien toujours prendre en compte la situation donnée, le poste de travail et l'activité de l'entreprise. Il faut qu'on arrive à mieux appréhender la question et qu'on sache exactement dans quel cas une vague de chaleur peut être dangereuse pour un travailleur. Donc concrètement, l'idée, c'est de faire une étude précise sur le sujet qui vise à analyser la répartition géographique et temporelle des accidents du travail en lien avec les températures. C'est une première évolution qui pourrait avoir lieu sur le renforcement du socle des obligations réglementaires du Code du travail. Mais c'est encore en train d'être réfléchi et puis il faut qu'on concerte les partenaires sociaux sur le sujet. On voudrait aussi engager une réflexion sur les équipements de protection individuelle pour faire en sorte que ces EPI soient à mieux adaptés à la chaleur, donc qu'à la fois ils puissent remplir leur fonction de protection face aux risques pour lesquels ils sont conçus, mais que dans le même temps, ils ne soient pas un élément qui renforce le risque d'exposition à la chaleur pour le travailleur. Alors, il faut qu'on arbitre tout ça et qu'on concerte, donc c'est pas encore très précisément calé, mais l'idée, c'est de ne pas laisser passer encore trop de vagues de chaleur sans avoir des actions concrètes et de prévention à enclencher. Merci à nos 4 intervenants d'avoir partagé leur point de vue dans ce deuxième épisode des discussions d'Eurogip. À tous, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, suivez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux.